Bonsoir à toutes et à tous. Incorrigible, sanguin, tempétueux, Jean-Luc Mélenchon tape souvent là où ça fait mal. Dans son viseur, le duo Hollande-Valls, c'est cette gauche qui plie face au marché, comme il dit. Quand les électeurs sanctionnent, quand les Verts claquent la porte, quand certains députés organisent la fronde, il y voit le signal qu'une autre gauche est possible. Hier, il a marché contre l'austérité. C'est le message qu'il portera aussi aux européennes. Vos questions, vos commentaires avec Bastien Hugues à la fin de l'émission. C'est politique, c'est parti. Hollande caresse la finance, le peuple répond... Depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, il n'a de cesse de le critiquer. Avec le chef de l'État, Mélenchon, est sans pitié. Le roi est là, c'est un monarque républicain, incapable de prendre une décision. Quand il en prend une, c'est toujours une bêtise. Même punition pour l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault, ici en version one-man show. Où il est passé l'autre? Celui qui est Premier ministre, c'est à lui, non, d'annoncer les mesures. Il doit être en train de regarder les avions décoller à Nantes en passant entre la... Difficile de cogner plus fort, pourtant, c'était avant. Avant le virage social-démocrate, avant le pacte de responsabilité, avant que son cauchemar ne devienne réalité. Il nomme comme Premier ministre le plus grand commun diviseur possible de la gauche. Manuel Valls. Valls à Matignon, le pire du pire pour Jean-Luc Mélenchon, qui du coup a commencé à draguer les Verts pour mieux faire opposition. Vous savez, je joue souvent de la mandoline tout seul sous la fenêtre et puis à la fin je me prends un seau d'eau froide. Et à force de s'indigner, le cogneur parfois est fatigué. Je ressens une immense colère et la difficulté d'arriver à la mettre en mots et en scène épuise. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Alors vous ressentez parfois une immense colère, mais vous êtes épuisé? Ça vous arrive d'être épuisé de vous battre? Il m'arrive d'être épuisé en effet parce que c'est un rude combat, mais le moteur se remet toujours en marche, notamment parce que beaucoup de gens, après vous voyez cette petite séquence que vous avez passée, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû dire ça, parce que beaucoup de gens s'inquiétaient. Elles me disaient non, ne nous laissez pas tomber, bon bref. Alors je me suis senti, peut-être que c'est un peu mégalo, mais investi. Alors bon, allez. Mais qu'est-ce qui vous épuise dans la façon dont se déroule le débat politique? Puisque c'est ça le sujet. La difficulté d'arriver à avoir le temps d'exprimer la cohérence de ma pensée, ce que je crois être sa profondeur, mes plans, ma vision du futur, mon analyse de la géopolitique, qui est toujours ramenée à deux caricatures, mon idée du développement économique du pays, écologiquement responsable, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On n'a pas le temps. Si vous voulez, la vie politique, je le comprends, ça a été réduite, et moi-même j'ai participé en essayant d'utiliser la situation, avec un bon mot par ici, un trait par là, bon... Et au fond, on n'en sort pas, quoi. Et ça, c'est épuisant pour un intellectuel. Ça veut dire que vous avez changé votre manière de faire de la politique? Alors, vous êtes remis en question sur la méthode, oui, sur la manière? Bah, écoutez, dans la vie, on a tous des regrets, n'est-ce pas? Bon, l'essentiel, c'est de ne pas avoir des remords. Les regrets, on vit avec et on en fait de l'expérience. Les remords, c'est tuant. Je n'ai pas de remords. J'ai bien fait de quitter le mouvement socialiste, j'ai bien fait de m'engager dans la construction du Front de gauche, et je crois que ce qu'on fait est intéressant. Mais il faut savoir s'adapter au moment. Quand je voulais être l'incarnation du bruit et de la fureur, c'est que j'estimais que ce bruit et cette fureur n'étaient pas visibles, n'étaient pas entendus. Je crois que maintenant, c'est entendu. On voit la masse d'abstention. Même les plus droitiers du pays comprennent que le peuple souffre profondément. Et il faut passer plutôt à une façon d'exprimer les choses qui donne le goût du futur. C'est-à-dire, oui, nous sommes dans une crise et ce qui arrive est encore pire que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais il faut se dire que la difficulté est une opportunité. Comment s'en saisir pour en tirer du bon? Une forme d'espoir. Oui. Le goût du futur, je vais résumer ça comme ça. Le goût du futur, après le bruit et la fureur, on va résumer ça comme ça. Allez, on va voir si ça marchera moins bien, parce que dans le goût du futur, ça saigne pas assez pour la sphère médiatique. Bon, vous allez peut-être être saignant là, avec ce sondage, à la une du JDD. Le grand écart, titre le journal. Hollande, 18% de satisfaits, Valls, 58%. C'est inédit, un tel écart. Au sommet de l'exécutif, ça vous fait déjà sourire? Est-ce que votre avis, François Hollande, peut profiter de la popularité de Manuel Valls? Est-ce qu'il va en souffrir? Franchement, ça m'est complètement indifférent, parce que ces deux-là sont comme deux olives prises dans un pressoir. D'accord? De toute façon, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils peuvent marcher au plafond s'ils veulent.
tant qu'ils disent oui à la Commission européenne, tant qu'ils prévoient de faire 50 milliards d'économies et d'en verser 40 milliards de cadeaux aux patrons, de toute façon, les sondages rendront bientôt compte du fait que personne ne veut de cette politique-là. Vous pouvez l'appeler Valls, vous pouvez l'appeler Hérault, vous pouvez l'appeler Schmoll ou ce que vous voulez, ça ne marche pas, ça ne donne aucun résultat en Europe et ça n'en donne pas en France. Et naturellement, aux prochaines élections européennes, je pense que les gens vont vouloir dire avec leur bulletin de vote qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Alors ceux qui sont de droite, ils vont le dire comme la dernière fois, avec des bulletins de droite et d'extrême droite. Et puis ceux qui sont de gauche, ils ont l'occasion de le faire avec les nôtres de bulletins. Mais comment ça va se passer à votre avis entre les deux? Vous les connaissez bien les deux. Lequel a le plus envie d'être candidat en 2017 à votre avis? Je ne sais pas, je ne suis pas assez intime avec eux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tous les deux, on manie plus facilement le rasoir que la distribution des bonbons doux. Hein. Donc, ils ne vont pas se faire de cadeaux. Je pense que Hollande a pris une décision de panique, c'est-à-dire et erronée. De panique parce que ce n'est pas un homme habitué à faire face à des situations qui soudainement lui apparaissent comme conflictuelles. C'est un homme des atermoiements, il aime bien attendre de voir où ça va se régler. Et là, il ne s'attendait pas à une dégelée pareille aux élections municipales. Honnêtement, il ne s'y attendait tellement pas qu'on a fini par douter nous-mêmes que ça allait se produire. Mais il ne s'y attendait pas. Donc en panique, il change tout le dispositif d'une manière tellement brutale et tellement nulle qu'il s'est créé lui-même tout seul toute une série de problèmes. Et là, il s'est créé un problème, à votre avis, avec Manuel Valls? Mais déjà, quel problème? Mais un problème de fond, c'est qu'il interprète le résultat de l'élection de manière un peu bébête. Il voit un vote à droite, il dit « Ah ben, les Français veulent de la droite, donc je vous nomme un Premier ministre que j'ai trouvé de plus à droite dans le Parti socialiste, je vous le nomme Premier ministre. » Il ne comprend pas que ce que l'élection montre, c'est qu'une masse de gens de gauche n'ont pas été votés, et en particulier des électeurs socialistes qui aujourd'hui sont orphelins et dans une souffrance affective, si vous voulez, qui est immense. Donc, il a fait une erreur totale, parce que Manuel Valls, que voulez-vous, ne fera jamais autre chose que du Valls, c'est-à-dire de la droite. C'est un homme qui est... C'est un homme de droite? C'est un homme qui a une politique économique et sociétale de droite. Je ne vais pas lui faire l'injure de dire qu'il n'est pas de gauche. Il veut se définir comme étant de gauche, il fait bien comme il veut. Mais ce qu'il a mis en route n'est pas de gauche. Par exemple, son discours de politique générale était tragiquement de droite. On va en parler. Ah bon, on va en parler, parce que quand même, c'est la première fois qu'on voit un homme de gauche proposer une mesure d'extrême droite à propos des cotisations sociales. On va rentrer dans le détail de son discours de politique générale sur les économies et sur le pacte de responsabilité, mais sur cette cote de popularité, un président à 18%. Ah oui, ça pose un problème ou pas? Quand son Premier ministre est à 58%. Ça pose un problème dans un système de monarchie républicaine comme l'est la Ve République, parce qu'il faut que le monarque soit tout puissant. Si c'était une république, comment je dirais, plus avérée, plus ouverte, bon, on dirait le chef du gouvernement n'est pas populaire, on verrait dans les groupes majoritaires comment s'y prendre et corriger. Là, on ne peut pas. Le système est totalement rigide. Vous votez une fois, vous avez un président, et vous en mangez pendant 5 ans sur la même ligne. Donc là, il y a des aspects très drôles d'ailleurs. Vous avez vu qu'il y a 2% de gens très satisfaits de lui. 2%. C'est-à-dire qu'il est en dessous de la marge d'erreur. Si ça se trouve, il y a moins 1% de gens très satisfaits de lui. Donc le système est complètement déséquilibré. La Ve République est à bout de souffle. Regardez comment François Hollande a aggravé les choses. Alors il enlève son secrétaire général de l'Élysée, il le nomme à la tête d'une institution qui est des plus importantes en France, la Caisse des dépôts et consignations, c'est l'argent public actif. On nomme quelqu'un qui peut-être a le talent de ça, mais ne l'a pas prouvé jusqu'à présent, change le premier secrétaire du PS, c'est du jamais vu. Ça, c'était l'UMP qui faisait ça, c'est normal, c'est leur manière d'être, je ne veux pas le critiquer. Ils ont ce système du chef, mais pas dans la gauche, on ne fait pas ça. Eh bien, il l'a fait. Si bien qu'il a créé un trouble immense, je pense qu'il va bientôt se vérifier par le fait que ce système, les gens vont enfin comprendre qu'il est à bout de souffle et qu'il faut venir à une démocratie plus respirante, plus souple, plus ouverte sur l'opinion des gens. Le problème, c'est qu'on entend bien que la politique menée par François Hollande et Manuel Valls ne vous satisfait pas, mais après, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale? La gauche va continuer à voter, va contourner la dissolution, parce que c'est ça qui se passe ensuite. Vous avez dit cette semaine, la dissolution, non, parce que il faudrait remettre la droite au pouvoir et je ne le veux pas. On m'a posé la question, est-ce que vous êtes pour la dissolution? Bon, je sais bien que si je réponds oui, on va me dire, mais vous êtes devenu complètement fou, nous allons perdre des élections législatives, est-ce cela que vous voulez? Donc c'est plus par ruse de vocabulaire que par conviction personnelle. Moi, j'estime que la démocratie n'est jamais de trop dans une démocratie. Si je gouvernais le pays, on voterait beaucoup. Par référendum, par consultation, sur ceci, sur cela, notamment sur la politique européenne. C'est ça qu'il faudrait que fasse François Hollande. Mais il a très mal commencé le quinquennat,
parce qu'il avait dit « je vais renégocier le traité européen », il arrive à voir Mme Merkel et il signe tout. Donc il s'est mis lui-même dans le pressoir. Et depuis, il n'arrive plus à en sortir. Mais on nous dit que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle étape. Pour vous, les journalistes, vous savez bien comment ça marche tout ça. Il faut que le spectacle continue. Donc on change les têtes. C'est la même pièce, mais les acteurs ont changé. Alors on se dit, ah, celui-là le joue mieux que l'autre. Mais le fond reste le même. Valls-Hérault, c'est pareil. Ah ben non, dans le style, c'est très différent. Bon, moi j'ai appris, comme vous, en vous écoutant tous, à distinguer les styles. Bon, ce pauvre héros avait l'air tout le temps navré, désolé, fatigué par ce qu'il faisait. Valls, c'est plus dynamique, mais le fond est aussi cruel. Je vais prendre des choses simples. L'année dernière, 120 000 personnes se sont vues couper l'eau. 300 000 personnes se sont vues couper l'électricité. Enfin, c'est ça, la 5e puissance industrielle du monde. On en est à couper l'eau et l'électricité à de pauvres gens, quoi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la fin? Comment ils font sans eau? Eh bien, ce type de gouvernement, ce type de politique s'en moque. Regardez le martyre du peuple grec, n'est-ce pas? La mortalité des enfants a progressé de 40%. Ils s'en fichent. Ils sont là, ils klaxonnent de joie. Cette année, nous avons un excédent budgétaire. Poète, poète, ils sont contents. Ah bon? Vous êtes content? Il y a un député qui a dit « mais on a ramené votre pays à l'âge de la pierre et vous venez nous dire merci, monsieur le Premier ministre ?» Oui, ils sont comme ça. Seuls les comptes les intéressent, ce sont des comptes bidons d'ailleurs, mais la vie des peuples, les choses simples de la vie, non, ça ne les intéresse pas. Lequel des deux a le pouvoir aujourd'hui? Réellement? Réellement, Hollande, parce que c'est une araignée qui attend au fond de la toile de voir les autres s'emberlificoter dans leurs contradictions. Donc Valls va s'agiter beaucoup. Et puis il va s'emberlificoter dans le fait qu'il va falloir qu'il trouve 50 milliards à enlever aux gens, de la bouche des gens, et il va falloir qu'il en remplisse la bouche du patronat, du grand patronat, qui n'est jamais rassasié. Donc c'est Valls qui est dans le piège et qui n'en sortira pas, évidemment. Et comptez sur moi pour ne pas le lui permettre d'en sortir. Et que va faire le Front de gauche, le parti de gauche, au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale? Quelle sera la bonne ligne? Est-ce qu'il va falloir rejeter tous les textes? Bien sûr. Il ne peut pas être question qu'on soit complice de ça. D'ailleurs, notre groupe... Ça veut dire que vous êtes dans l'opposition? Ah ben oui, dans l'opposition de gauche, ça c'est clair. Bon, il n'y a pas qu'une opposition en France, il y a une opposition de droite et il y a une opposition de gauche. Et puis il y a des gens qui hésitent, ce que je comprends parfaitement. Mais il y a une opposition de gauche. Le groupe Front de gauche que dirige André Chassaigne, qui en est le président, a voté contre la confiance. Remarquez que c'est une évolution, parce qu'à la dernière fois, on s'était abstenu. Cette fois-ci, on a voté contre. Et croyez-moi, ce ne sont pas les plus enragés qui sont dans le groupe à l'Assemblée nationale. Ce sont des camarades qui ont l'habitude de la vie parlementaire, donc qui savent qu'il faut doser. Mais pour qu'ils en soient arrivés là, c'est qu'eux-mêmes n'en peuvent plus. Ils sont en face d'un mur avec cette politique gouvernementale. Alors il faut voter. Surtout, mes camarades, ne faites pas l'erreur de mettre le doigt, si peu que ce soit, dans une forme de complicité avec ce qui sera rejeté massivement par le peuple français. Et il faut que nous soyons, nous, le point d'appui, que les gens se disent « bon, on en a assez de cela, on peut compter sur eux, on peut compter sur le Front de gauche ». Et comme nous sommes revenus à une bonne ambiance entre nous, je veux dire entre les communistes, les PG et tous les autres, et que le Front s'élargit, je pense que les Français peuvent se dire qu'ils peuvent compter sur nous. Justement, l'image de réconciliation, on l'a vu. À suivre la première manifestation contre le gouvernement Valls, la gauche radicale a marché hier contre l'austérité, entre 25 000 et 100 000 personnes pour réclamer un changement de cap. Margot Chouraki et Guillaume Biron. Si terribles soient les misères qui s'abattent sur les nôtres, les jours heureux reviendront, car nous sommes là pour en préparer le chemin. Allez, avancez les camarades. En colère, des milliers de manifestants battent le pavé. 2 semaines après la débâcle municipale et le remaniement. La gauche de la gauche unie avec même quelques écologistes et qui se rêvent en alternative à la majorité socialiste. Cette manifestation, c'est le signal de départ que les forces de gauche qui refusent l'austérité, elles se remettent en mouvement ensemble. Et il y a ici des forces très diverses, syndicales, politiques, associatives. Il y a des écologistes, il y a des socialistes qui ne partagent pas les choix que vient de faire François Hollande après les élections municipales. La première différence entre le gouvernement Ayrault et le gouvernement Valls, c'est que la première manifestation à laquelle est confronté le gouvernement Valls, c'est une manifestation de gauche et pas des manifestations d'extrême droite ou d'ultra droite comme le gouvernement Ayrault a connu pendant des mois et des mois. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle séquence politique qui s'ouvre. Entre 25 000 et 100 000 personnes manifestaient hier dans les rues de Paris, alors que le Front de gauche vient tout juste de lancer sa campagne pour les européennes du 25 mai.